Il est 8h42 sur studiocalita.com. Heureux de vous retrouver pour cette revue de la presse, des médias et des sites d'information israéliens de ce matin. Jeudi matin, les journaux israéliens reviennent bien évidemment ce matin sur les célébrations du Yom Yerushalayim, de la journée de la réunification de Jérusalem, sur le jubilé donc de cette réunification, des célébrations diverses, plus officielles, parfois plus décontractées et plus publiques. Pour ce qui est des plus publics, eh bien justement, le Yediot Aharonot nous montre en première page une photo particulièrement impressionnante des quelques 80 000 jeunes et moins jeunes qui ont participé hier à la traditionnelle marche des drapeaux et qui ont parcouru du centre-ville au Kotel en passant par la vieille ville de Jérusalem et en brandissant bien entendu des milliers de drapeaux bleus et blancs. Pour ce qui est des festivités plus officielles et des commémorations en particulier, sachez que la Knesset a tenu hier une séance extraordinaire pour marquer ce jubilé. Et en soirée, s'est tenue sur la colline des munitions Givat HaTachmoshet, la cérémonie officielle doublée d'un splendide spectacle artistique. Dans les deux occasions, Binyamin Netanyahou a pris la parole. Il a réaffirmé solennellement que le mont du Temple et le Kotel resteront à jamais sous souveraineté israélienne. Ce n'est pas la souveraineté israélienne sur le mont du Temple qui entrave la paix, a déclaré le Premier ministre sur la colline des munitions, mais c'est plutôt le refus des Palestiniens de reconnaître le caractère juif de l'État d'Israël. Quant à Reuven Rivlin, le président israélien, il a souligné en forme de critique plutôt voilée que l'on ne pouvait pas parler de souveraineté sur l'intégralité de Jérusalem sans assumer cette souveraineté dans la partie est de la capitale, en dotant cette partie d'infrastructures dignes de ce nom, des propos qu'il a tenus lui aussi donc hier sur la colline des munitions. D'ailleurs, le Yediot Aharonot de ce matin lui répond en écho et lui annonce que le gouvernement a décidé de réunifier concrètement et pas seulement Jérusalem, mais également le système d'égouts des parties est et ouest de la capitale, et ce afin que la population palestinienne de la ville, environ 250 000 habitants, puisse bénéficier donc de ces services, municipaux dignes de ce nom. Il a également été décidé que les bennes à ordures seraient aussi présentes dans la partie est que dans l'ouest et qu'il y en aurait autant. Reuven Rivlin a pour sa part rappelé dans son allocution hier sur la colline des munitions ses souvenirs de jeunesse. Il a rappelé que dans sa Jérusalem d'enfants, juifs et arabes vivaient ensemble côte à côte, et il a cité l'exemple de commerçants arabes qui savaient parler yiddish et de rabbins qui savaient parler arabe. Mais sachez que le site Énergie cite ce matin des responsables du Likoud qui apparemment n'ont pas apprécié la déclaration répétée de Binyamin Netanyahou sur la souveraineté israélienne sur le mont du Temple et sur le Kotel. Pour certains ministres Likoud, le fait que M. Netanyahou n'ait pas mentionné Jérusalem dans son intégralité et affirmé que la capitale restera sous souveraineté israélienne, mais qu'il ait seulement parlé du Kotel et du mont du Temple, eh bien, ce ne serait pas le fait du hasard. Il serait inquiétant d'entendre Binyamin Netanyahou répéter cela à nouveau. Cela pourrait être lié, affirment certains ministres Likoud, au passage de Donald Trump en Israël en milieu de semaine. Et justement, à propos de la visite de Donald Trump, la plupart des journaux et des médias israéliens insistent ce matin sur les propos de Rex Tillerson, le secrétaire d'État américain, que l'on n'a pas vraiment entendu lors de la visite de Donald Trump, et qui affirme que durant son passage en Israël, le président américain a exercé des pressions très tranchantes sur Binyamin Netanyahou et sur Mahmoud Abbas afin qu'ils acceptent de revenir à la table des pourparlers. Selon Rex Tillerson, Donald Trump se serait montré très ferme face à ces deux interlocuteurs et il leur aurait demandé de comprendre qu'ils seront obligés de faire chacun des concessions. Selon Tillerson, si nous parvenons à résoudre le conflit israélo-palestinien, alors, a-t-il dit, nous pourrons également résoudre beaucoup des problèmes du Proche-Orient. Meir Uziel, dans un éditorial ce matin dans le Maariv, revient sur la visite de Donald Trump. Il rappelle que l'écrivain juif et idéologue Moshe Hess avait écrit un ouvrage intitulé Rome et Jérusalem, mais il indique que personne n'a encore écrit de livre intitulé Riyad, Jérusalem et Rome. Et il se demande si Donald Trump a réellement la capacité de rapprocher les trois religions monothéistes sur la voie de la paix et de la réconciliation entre Arabes
arabes et israéliens. Et il se félicite des propos chaleureux du président Trump lors de son discours au musée d'Israël. Et à propos de Rome, les quotidiens israéliens nous montrent ce matin des photos de famille, on pourrait dire, des photos de la famille de Donald Trump, reçues hier par le pape François au Vatican. Et le journal cite le président américain qui s'est dit déterminé donc à parvenir à une paix mondiale, ni plus ni moins. Quant au Israël Hayom, eh bien, il révèle ce matin en exclusivité et en manchette que lors de sa rencontre à Bethléem avec Mahmoud Abbas, le président Trump aurait indiqué que désormais les priorités étaient modifiées et que du point de vue américain, c'est le rapprochement régional et la normalisation entre Israël et les pays sunnites modérés, les pays du Golfe Persique et l'Arabie saoudite qui étaient prioritaires et ensuite seulement les négociations intensives entre les deux parties israéliennes et palestiniennes. Notre invité Danny Sheikh ce matin nous disait qu'il serait plus exact de comprendre qu'il y aurait une démarche parallèle des deux côtés, c'est-à-dire d'abord donc une normalisation, parallèlement une normalisation donc et des négociations entre Israéliens et Palestiniens. Selon un haut fonctionnaire américain, l'Arabie saoudite et les pays du Golfe seraient favorables à une démarche en ce sens. Selon le Israël Hayom, l'initiative du président Trump reposerait sur l'option saoudienne de 2002 qui serait réadaptée avec des idées inédites et une réflexion, je cite, en dehors des sentiers battus. Le Israël Hayom rappelle que l'option saoudienne parle d'une paix globale avec les pays arabes et la création d'un État palestinien sur les frontières de juin 67 et elle parle également, cette option saoudienne, d'une normalisation entre Israël et l'ensemble des pays arabes. Pour Yossi Beilin, dans le Israël Hayom, durant son passage dans la région, Donald Trump a réussi à modifier certaines approches et à créer un changement. Et en ce sens, il a surpris, écrit Beilin, à tel point que Benjamin Netanyahou a même cru bon d'affirmer que c'était la première fois de sa ville qui ressentait un véritable changement. En marge, le Israël Hayom révèle que l'incident du selfie du député Likoud Oren Khazan avec le président Trump, vous en avez certainement entendu parler, sinon tous les sites et les pages Facebook en sont pleines. Donc cet incident a conduit le Premier ministre à interdire à l'avenir aux ministres israéliens de venir serrer la main d'un chef d'État en visite en Israël pour éviter toute maladresse, on peut dire. Et puis, encore une information importante, dans le Israël Hayom, le Parlement tchèque a adopté avant-hier une décision qui condamne la résolution de l'UNESCO niant le lien historique entre Jérusalem et le peuple juif, et le Parlement tchèque a suggéré à son gouvernement de cesser de verser son allocation à l'UNESCO tant que l'organisme se conduira de manière tellement partiale envers l'État hébreu. Mais revenons aux festivités du Yom Yerushalayim. Le Times of Israel, dans sa version en français, écrit ce matin, cite ce matin Nathan Sharansky, l'actuel président de l'Agence juive, qui a expliqué hier que Yom Yerushalayim, l'annonce de la réunification de la capitale en 1967, avait inspiré les Juifs du RSS dans leur combat pour la liberté. Et pour Nathan Sharansky, ce combat pour la liberté résultant de la guerre des 6 jours a favorisé par la suite la chute du mur de Berlin et a finalement donc permis à plus d'1 million de Juifs de l'ex-Union soviétique de revenir chez eux à la maison, a-t-il déclaré. Une déclaration sous forme de communiqué de l'agence juive que Nathan Sharansky avait d'ailleurs déjà fait à la communauté francophone d'Israël ce dimanche soir à l'occasion de la fête de la Aliyah de France, désormais célébrée conjointement, nous en avons parlé dimanche, avec la réunification de Jérusalem. Hier, je vous disais que le Yom Yerushalayim, c'est aussi la journée choisie par la communauté des originaires d'Éthiopie pour commémorer le souvenir des 4000 Juifs éthiopiens qui sont morts de maladies, de fatigue et d'épuisement dans les années 80 en marchant sur des milliers de kilomètres pendant des mois même pour rejoindre le Soudan et de là s'envoler vers Jérusalem. Eh bien, je disais que cette commémoration passe sous les radars officiels de l'État d'Israël. Et ce matin, Michal Abera Samuel, la directrice de l'association Fidèle, elle-même d'origine éthiopienne, se demande pourquoi personne dans la société israélienne n'a entendu parler de cette commémoration et du sacrifice de tant de Juifs éthiopiens pour l'amour de Jérusalem. Une chose est sûre, le président Reuven Rivlin était présent à la cérémonie d'hommage à ces 4000 Juifs qui ont marché, qui ne sont pas arrivés au bout de leur marche par amour pour Jérusalem. Le principal titre ce matin à la une des sites d'information comme Ynet, Walla et NRG
ainsi que dans les quotidiens, et l'annonce de l'arrêt du décompte des voix des élections pour la présidence de la Histadrout, la grande centrale syndicale israélienne. Deux personnalités étaient en lice pour ce poste important. Il s'agit d'Avi Nissan-Koren, l'actuel président, qui brigue un nouveau mandat, et de Shelly Yachimovitch, l'ancienne journaliste, qui fait également présidente du Parti travailliste et qui aspire à redorer le blason des syndicats israéliens qui apparemment en ont bien besoin, alors que le décompte des voix était avancé hier soir et que la victoire de Nissan-Koren semblait très large. Eh bien, Shelly Yachimovitch a déposé une plainte pour fraude électorale grave et le tribunal a donc décidé de geler le décompte des voix. Le juge a pris cette décision hier soir vers 23h, ce qui est tout à fait exceptionnel dans ce type de consultation électorale. Tous les quotidiens parlent de scandales dans ces élections, des scandales qui ont été masqués par la visite de Donald Trump et par les festivités de Yom Yerushalayim. Le New York Times lui révèle ce matin que Donald Trump aurait à nouveau fourni des renseignements secrets. Il les aurait divulgués, cette fois à son homologue philippin Rodrigo d'Ortega, en lui révélant que les États-Unis possédaient 2 sous-marins, a-t-il dit, les meilleurs au monde, 2 sous-marins nucléaires. Et puis, selon l'ancien chef des renseignements militaires israéliens cité dans le Haaretz de ce matin, le marché mirobolant conclu en début de semaine entre les États-Unis et les Saoudiens de plusieurs centaines de milliards de dollars, eh bien, ce contrat ne doit pas du tout inquiéter Israël, car il ne remettra pas en cause la supériorité militaire et stratégique de l'État hébreu dans la région. Le Times of Israel annonce à nouveau ce matin que la Cour de justice américaine a repoussé la requête de Jonathan Pollard d'assouplir les conditions draconiennes de sa liberté. Pollard avait récemment fait appel dans l'espoir que la justice américaine se montrerait clémente à ce propos, mais il n'en a rien été. Pollard devra donc continuer à porter en permanence un bracelet électronique. Il devra se rendre chaque jour à un poste de police pour signer un document et à rentrer chez lui avant la tombée de la nuit. Et ces conditions l'empêchent de trouver le moindre emploi, a déploré son avocat. Et puis 2 jours après l'attentat de Manchester qui a coûté la vie à 22 Britanniques, le site Ynet nous montre ce matin une photo émouvante prise devant le lieu de l'attentat hier. On y voit un homme venir réconforter une vieille dame qui pleure à chaudes larmes assise sur un tabouret. Le Ynet nous explique que l'homme est un musulman, Sadiq Patal, vêtu en partie d'habits traditionnels, et que la vieille dame est Rachel Black, une juive de la communauté juive de Manchester, âgée de 93 ans, qui exprime ainsi sa douleur après l'attentat. On voit Sadiq Patal aider ensuite la vieille dame juive à se retirer du site. Nous partageons la même peine et nous ferons face ensemble, a-t-il déclaré. Une parole émouvante, et c'est par ces propos de réconciliation et d'amitié, de fraternité, que nous terminons cette revue de la presse et des médias israéliens de ce jeudi matin. Avant de mettre un terme à cette heure d'émission d'actualité sur studioqualita.com, je voudrais vous livrer la suite des programmes sur studioqualita.com. Avec ce matin, à partir de 9h, c'est-à-dire dans quelques instants, une nouvelle émission, Alia Story, qui vous sera présentée par Cathy Choukroun avec Integralia, avec l'association Integralia. Ensuite, vous pourrez suivre un focus sur l'association Kihar, Kol Israël Chaverim, avec Eva Labi, qui nous parlera en particulier du lycée Maïmonide à Mikvé Israël. Le hub pour l'emploi, nous allons en reparler ce matin encore sur studioqualita.com avec Reuven Adam qui présentera 3 offres d'emploi. Si vous cherchez un emploi, eh bien c'est le moment de vous brancher sur studioqualita.com. Ensuite, ce sera la chronique quotidienne avec les 69 personnalités qui ont bien mérité de l'État d'Israël. Et ce matin, ce sera l'histoire de René Cassin, prix Nobel de la paix et ancien président, qui fut président de l'Alliance israélite universelle. Enfin, vice-versa, Denise Bérévi nous présentera le livre du jour. Et puis, nous parlerons également des bons plans, ces fameux bons plans de Cathy Choukroun en Israël, avec des tours guidés gratuits aujourd'hui à Tel Aviv. Voilà, c'est donc la fin de cette heure d'actualité. Restez avec nous sur studioqualita.com. Passez une agréable journée. Shalom et Leitraot. C'était Daniel Haïk pour studioqualita.com.